Le Grand Prix de Belgique était donc la dernière course avant les vacances pour le paddock en Formule 1. Je ne suis pas en vacances, je rentre du Grand Prix de Belgique. Et aujourd'hui justement, on va reparler de cette magnifique course casse-tête stratégique qui nous a offert un très beau spectacle et qui aurait pu nous offrir une très belle victoire de George Russell. La Formule 1 part à peine en vacances et on a déjà quelques annonces qui tombent pour la suite de la saison et la saison prochaine. Bref, on va revoir tout ça ensemble. Bon, on va commencer par le conseil de classe de ce Grand Prix de Belgique 2024 et il va y avoir une petite exception. Aujourd'hui, on va avoir 4 élèves, 4 pilotes et on va commencer par le petit bonus qui est donc Carlos Sainz. Félicitations à Carlos Sainz qui a donc trouvé un baquet pour la saison 2025. Je pense que vous l'avez vu passer, il rejoindra donc Williams aux côtés de Alex Albon. Ce sera donc un duo sans appendicite en 2025. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée pour vous donner mon avis et pourquoi surtout Carlos Sainz a rejoint le projet Williams et a refusé le projet Audi. Mais je suis très content de voir Carlos Sainz rebondir dans une autre écurie de Formule 1. Il méritait de rester sur la grille et personnellement, je trouve que Williams est un très bon choix pour sa carrière. Mon deuxième pilote auquel on va donner les félicitations, c'est George Russell. Si on se reconcentre un petit peu sur ce Grand Prix de Belgique, quelle course de George Russell, quelle gestion de pneus, quelle stratégie. Honnêtement, une très belle exécution, bonne gestion de pneus. Il a su tenir Lewis Hamilton, il a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors certains nous diront que Lewis Hamilton n'a pas été écouté par l'équipe alors que George Russell si, mais dans tous les cas le résultat est là. George Russell avait fait la bonne stratégie avec le rythme qu'il fallait et surtout défendre contre Lewis Hamilton dans les 5 derniers tours, c'était quand même assez chaud. Mon troisième pilote au conseil de classe va être Oscar Piastri. Oscar Piastri, j'ai envie d'encourager Oscar, voilà, je vous le dis, j'ai envie de le motiver un petit peu parce qu'après ce Grand Prix de Hongrie, je l'avais dit, je pense qu'il peut y avoir un déclic sportif pour Oscar Piastri. Je pense que ça peut justement le propulser et libérer un petit peu d'un point de vue performance et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Ce week-end, il a été meilleur que Lando Norris, que ce soit sous la pluie ou sur le sec. Il fait une très belle course. Il reste dans le rythme des Mercedes et de la Ferrari. Il fait un dépassement sur Charles Leclerc exceptionnel. Je suis fan de Leclerc, mais le dépassement est fou au comble. Peut-être qu'en Q3, il aurait pu avoir une meilleure gestion, mais j'ai l'impression que c'est plus McLaren qui a fait une erreur sur la stratégie des pneus, parce que Piastri aurait peut-être pu avoir un meilleur résultat. Mais à part ça, honnêtement, je trouve que Piastri a fait un excellent week-end et j'espère que ce sera pas le dernier sur la deuxième partie de saison. Et pour finir, rendez-vous parents-prof. Voilà, je vous le dis, rendez-vous parents-prof. Je pensais pas en arriver là, mais Sergio Pérez, il va falloir qu'on parle, il va falloir qu'on se pose des questions sur le cas Sergio Pérez qui aurait pu littéralement se sauver les fesses ce week-end en Belgique. Il aurait pu se racheter en partant en première ligne derrière Charles Leclerc. Verstappen pénalisé, tu te dis, ok, Pérez a juste, entre guillemets, à doubler Leclerc pour prendre la tête et essayer de remporter peut-être sa première course de la saison. Non. Le monsieur a perdu 6 places. Pérez a perdu 6 positions. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, on va en reparler dans quelques minutes, mais je trouve que le week-end, enfin la course en tout cas, de Sergio Pérez était catastrophique. Bon, on va commencer par parler de cette stratégie de George Russell, cette masterclass. Honnêtement, le seul pilote à avoir tenté un seul arrêt dans le top 8. Alors, c'est pas le seul sur la grille parce que les deux Aston l'ont fait aussi. George Russell a donc décidé de pousser ses pneus hard pendant 30 tours pour éviter de faire un deuxième arrêt au stand et jouer ce qu'on appelle donc la track position. Ce qui a fonctionné, il passe donc la ligne d'arrivée en première position devant Lewis Hamilton et Oscar Piastri. À savoir que l'écart entre Russell et Piastri, donc le top 3, est le plus faible qu'il a été dans les 8 dernières années. La dernière fois que c'était aussi serré, c'était en 2016. Malheureusement pour George Russell, cette stratégie n'est pas récompensée parce qu'il s'est fait disqualifier. Vous l'avez vu passer, vous le savez, George Russell a été disqualifié parce que le poids de sa voiture était 1,5 kg en dessous de la réglementation. Alors il y a énormément de théories pourquoi la voiture de George Russell manque de poids, pourquoi il manque 1,5 kg. La théorie la plus probable reste quand même la dégradation des pneumatiques. C'est ce que Mario Isola chez Pirelli et les ingénieurs expliquent dans le paddock. Il faut savoir qu'avec sa stratégie, George Russell a énormément usé le pneu et a réduit la bande de roulement du pneu, ce qui fait que ça réduit forcément son poids et surtout un facteur clé à Spa, on ne fait pas le tour de décélération, on ne fait pas un tour au ralenti pour ramasser des marbles. Il faut savoir que les marbles ramassés par pneu sur un tour de décélération, c'est à peu près 400 grammes, ce qui équivaut du coup à 1,2 kg sur la voiture. Déjà, on voit qu'on peut se rapprocher du 1,5 kg.
Alors Mercedes a directement reconnu son erreur et n'a pas cherché à, entre guillemets, discuter avec la FIA. Je pense que l'erreur était assez claire et qu'honnêtement, tu peux pas y faire grand chose. Si te manque quelques grammes, tu peux négocier. 1,5 kg, c'est quand même flagrant. Je pense que le fait que Lewis Hamilton ait mis la pression à George Russell en fin de course n'a pas aidé non plus. Forcément, George Russell a dû accélérer, taper un petit peu plus dans sa gomme. Et on peut rajouter peut-être un dernier facteur. George Russell a passé énormément de tours en tête dans le clean air, ce qui va forcément le pousser à consommer un petit peu plus d'essence, le faire attaquer un petit peu plus. Et du coup, peut-être que ça aussi a endommagé un petit peu plus le pneu. Pour l'instant, on n'a pas d'explication précise de la part de Mercedes. Il va probablement falloir attendre encore un petit peu pour savoir exactement ce qui s'est passé sur cette Mercedes. Je tiens quand même à préciser que cette erreur n'est pas dramatique, mais quand même aurait pu être évitée. Christian Horner l'a expliqué en interview après la course que Red Bull avait opté pour un 2 arrêts justement parce que les ingénieurs avaient remarqué ce problème de dégradation et le fait qu'on ne puisse pas faire le tour de décélération aurait posé problème pour Red Bull. C'est pour ça que Red Bull est parti sur 2 arrêts. Mercedes soit n'y a pas pensé, soit a tout simplement commis une erreur. En tout cas, cette erreur de Mercedes permet à Lewis Hamilton de s'imposer. Oscar Piastri passe donc deuxième et Charles Leclerc finit sur le podium pour mon plus grand bonheur. Avec cette disqualification, c'est bête parce que du coup, Mercedes donc de 1 perd un doublé qui n'était pas arrivé depuis 2 ans, de 2 perd donc 18 points au constructeur, Russell perd aussi 18 points et se retrouve maintenant à 15 points de Sergio Perez et surtout à 34 points de Lewis Hamilton. Donc là, au niveau du classement, ça commence à être compliqué, surtout que Verstappen a encore énormément d'avance sur Lando Norris. Charles Leclerc, pour l'instant, ne perd pas tant de terrain que ça au final. Il va vraiment falloir faire attention dans cette saison 2024 parce qu'en fait, c'est tellement serré, tout le monde peut gagner que les moindres points perdus vont coûter très cher cette année. Donc bon, c'est dommage pour Russell, c'est dommage pour Mercedes aussi qui aurait clairement mérité mieux, mais bon, il faudra en tirer des leçons. Alors, ce chapitre, faut savoir que j'avais écrit la vidéo du coup dans la voiture en rentrant en France. Je sais qu'il y a eu une déclaration quand je suis arrivé en France de Christian Horner qui a donc confirmé que Sergio Perez resterait chez Red Bull pour la fin de la saison. Je vais quand même vous faire mon chapitre et mon analyse du week-end de Sergio Perez parce que je pense qu'on en a besoin. Déjà, ma première question, quels sont les secrets de Christian Horner que Sergio Perez détient dans son téléphone? Comment Sergio Perez aujourd'hui peut encore être pilote Red Bull, même si ça vend bien des canettes au Mexique, même si ça vend bien des canettes aux États-Unis, même s'il y a des sponsors. D'un point de vue sportif, je pense qu'on n'a jamais vu un pilote autant souffrir d'être dans une équipe que Sergio Perez. Alors, on va remettre un petit peu de contexte quand même, mais on le sait tous, donc Sergio Perez en difficulté depuis plusieurs semaines, enchaîne les accidents, les éliminations en Q1, en Q2. Là, pour une fois, Sergio Perez passe en Q3. Franchement, bien joué, sous la pluie, conditions en plus particulières, il réalise une plutôt bonne performance et se met du coup en première ligne vu que Verstappen était pénalisé de 10 places. On aurait pu se dire, ok, c'est la dernière avant les vacances, le mec part en première ligne, c'est une Ferrari devant lui, c'est bon. Il y a un monde où il prend la victoire, au pire, il y a un monde où il fait podium derrière les Mercedes ou les McLaren. Pas du tout. Je suis désolé, mais il va falloir être honnête. La course de Sergio Perez, c'est une leçon d'humiliation. Manque de rythme, se fait dépasser de tous les côtés par toutes les voitures, dans tous les sens. La stratégie n'est pas bonne, n'est pas capable d'aider son coéquipier vu qu'il donne l'aspiration à Lando Norris, le bloque dans le secteur 2. Résultat, Sergio Perez finit donc 8ème, perd 6 places pendant le Grand Prix, se fait doubler par Lewis Hamilton, se fait doubler par George Russell, se fait doubler par Oscar Piastri, par Lando Norris, par Max Verstappen et par Carlos Sainz. Et directement après le Grand Prix, ça a été clair. Christian Horner et Helmut Marko l'ont dit, c'est pas ce qu'on attendait, on s'attendait à mieux, il devait faire mieux, c'est décevant. Et on en arrive à un stade, moi je vous le dis aujourd'hui, Sergio Perez pose problème chez Red Bull. Je pense que vous le savez, mais là aujourd'hui Perez est un handicap et pour Verstappen et pour Red Bull. Ça manque de points en constructeur, ça ne permet pas d'aider Max Verstappen lorsque Max a des problèmes ou des pénalités. Aujourd'hui, je ne vois plus l'intérêt d'avoir un Sergio Perez honnêtement dans l'écurie. Donc peut-être que c'est mon avis, je pense qu'on est tous d'accord, vous me direz dans les commentaires. À l'heure où je vous parle, il faut savoir qu'il va y avoir un test, alors de performance. De base, c'est une journée de tournage, mais ça va être transformé en test de performance dans les prochains jours du côté de chez Red Bull pour évaluer Daniel Ricciardo et Liam Lawson. Le but de ce test de base, c'était de comparer un petit peu les performances et de voir où se situait Liam Lawson par rapport à Daniel Ricciardo et voir si en cas de changement, il fallait un petit peu jouer aux chaises musicales, qui on mettait où et dans quelle voiture. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, il y a un deuxième problème chez Red Bull, on peut en parler, c'est Daniel Ricciardo qui bloque en fait l'entrée des jeunes pilotes, qui bloque Hadjar, qui bloque Lawson. Yuki Tsunoda, lui, est ancré chez Visa Cash App Racing Bulls pour l'instant. Donc en fait, on a Perez et Ricciardo qui vont devoir à un moment bouger, qui vont devoir à un moment se retrouver
retrouver dans une autre situation que celle d'aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas envie de trop me mouiller parce que oui, à l'époque, on avait viré Gasly en revenant de la pause estivale, mais là, avec Perez, c'est différent. Il y a de l'argent en jeu, il y a du business, il y a vraiment beaucoup de plus de choses en fait qui rentrent dans la balance et j'ai bien peur que Perez au final ne se fasse pas virer. Vu les déclarations de Christian Horner à Hamilton Keys, j'ai bien peur que Perez finisse la saison, ce qui serait très dommage et pour Red Bull et pour le spectacle en Formule 1 et pour les pilotes Visa Cash App Racing Bulls. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation avec Sergio Perez et Red Bull et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à attendre 3 semaines et on verra bien ce qui se passe à la rentrée à Zandvoort. Pour finir ce débrief, on va parler un petit peu d'Alpine qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, surtout ces derniers 7 jours. Le résultat n'était pas mauvais en Belgique, voilà, une P10 d'Esteban Ocon, un petit point marqué. J'estime qu'il y avait mieux à faire du côté d'Alpine, soit mettre les deux voitures dans les points, soit finir peut-être un petit peu mieux pour Esteban Ocon qui à un moment était devant Alonso, donc au niveau stratégie, on aurait pu aller chercher quelque chose. Mais déjà, on va reparler de l'actualité d'Alpine qui est en train, j'ai l'impression en tout cas, de s'effondrer. Première chose, vous l'avez sûrement vu passer, c'est encore une rumeur, mais ça va être officialisé très rapidement. Alpine ne fera plus de moteur à partir de 2026 et va devenir une écurie cliente de Mercedes. Donc ça, c'est déjà assez traumatisant. On va se débarrasser de Viry-Châtillon qui ne travaillera plus en Formule 1, qui va être réattribué sur un autre projet, une autre mission du groupe Renault et du groupe Alpine. Ça veut donc dire que Mercedes va fournir des moteurs à Alpine. Bonne nouvelle niveau performance, j'ai envie de dire. Un petit peu moins niveau réputation et niveau constructeur, parce que de base, Alpine devait devenir le Ferrari français. On en est loin. Ensuite, on apprend que Esteban Ocon donc signe chez Haas. On a une vidéo la semaine prochaine qui arrive pour vous parler du choix d'Esteban Ocon et pourquoi il a pris Haas. Mais du coup, c'est officiel. Ocon signe donc chez Haas. Ocon n'a pas perdu de temps pour mettre des missiles dans la presse sur Alpine et expliquer à quel point en interne cette écurie était bordélique. On arrive donc à Spa. La voiture d'Ocon est en panne en FP1. En FP3, il n'a pas roulé. Il pleut. On se dit bon, bah ça part mal. Finalement, c'est Ocon qui met les points. Et après la course, Gasly à son tour met des missiles sur Alpine en disant à quel point la voiture manque de performance, manque de vitesse de pointe, surchauffe en ligne droite. Le volant de l'Alpine n'est pas droit dans la voiture. Vous vous rendez compte? Le volant de la voiture n'est pas droit. Je pense que du côté de chez Alpine, la pause va faire beaucoup de bien. Là, il y en a besoin de souffler, de respirer, de se reprendre en main et de repartir un petit peu sur des bonnes bases, j'ai envie de dire, à la rentrée. À savoir que ce week-end, on a aussi appris du coup l'annonce du remplacement de Bruno Famin à la fin de la saison. Donc Bruno Famin va être replacé dans le groupe Renault, comme Laurent Rossi l'avait été par le passé. Et Bruno Famin n'a pour l'instant officiellement pas de remplaçant. Alors on parlait potentiellement du team principal de chez Hightech en F2 F3, on parlait potentiellement peut-être d'un Flavio Briatore, parce que oui, Flavio Briatore est arrivé il y a à peine un mois et bizarrement beaucoup de choses ont changé en un mois. J'avoue que je suis un peu perplexe avec le projet de Alpine pour 2026 parce qu'à une période on parlait de vendre l'équipe. Moi je pense pas qu'Alpine va vendre son équipe, mais là le fait de ne plus faire ses propres moteurs, le fait de encore changer de team principal tous les ans, le fait de perdre son pilote, le fait que les deux pilotes mettent des missiles dans la presse sur l'équipe, on a vraiment l'impression qu'il y a une crise en interne chez Alpine. Et il va falloir se réveiller, sinon tout simplement l'écurie ne reviendra jamais aux avant de la scène. L'écurie ne reviendra jamais là où elle était, même ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans peut-être. En tout cas voilà, c'était ma petite parenthèse sur Alpine, j'étais obligé d'en parler vu que ça a fait l'actualité et on vous fera des vidéos un petit peu plus détaillées dans les prochaines semaines pour vous raconter tout ce qui se passe exactement. Bon, place au hydroprono de ce Grand Prix de Belgique. On a été catastrophique, aussi bien vous que moi. Moi déjà, je ne savais pas à l'époque quand j'avais fait mon prono, mais que Verstappen allait prendre 10 places de pénalité. Donc forcément, mon prono est directement tombé à l'eau. Vous n'avez pas été meilleur dans les commentaires, qu'on soit d'accord. Personne n'a réussi le perfect encore depuis qu'on a repris les hydropronos. Alors pour rappel, pour le Grand Prix de Spa, j'avais mis donc une pole position de Lando Norris avec ensuite une victoire de Verstappen devant Norris et j'avais mis Oscar Piastri en 3e position. Voilà. On a regardé un petit peu dans les commentaires, vous n'utilisez toujours pas le hashtag hydroprono, pourtant c'est pas dur, hein. Hashtag, vous collez derrière le IDREAUPRONO, comme ça on peut retrouver tous vos commentaires, mais vous ne le faites pas, donc bon, c'est pas grave, tant pis, on se casse la tête. On a Alexis qui avait donc mis victoire de Lewis Hamilton devant Oscar Piastri et Max Verstappen, t'en as eu 2 sur 3, c'est pas mal. Maxou qui avait mis pole de Verstappen, c'est juste, victoire d'Hamilton, c'est juste, Norris 2e, non. Par contre, Leclerc 3e, oui. Et un petit dernier, on avait trouvé Louis aussi qui avait mis pole et victoire de Norris, non, mais par contre,
Piastri, Leclerc 2 et 3, oui. Donc en fait, c'était super dur de prédire au final ce résultat. Certains d'entre vous avaient aussi mis George Russell en victoire. Bon voilà, il a été disqualifié, le pauvre, personne n'avait parié sur ça. Une disqualification au Grand Prix de Belgique. On va donc faire le hydroprono du Grand Prix de Zandvoort qui arrive dans 3 semaines. C'est dans quasiment un mois, là c'est l'heure des vacances. Je pense qu'on va partir sur une pole position de Lando Norris. Ouais, je sais, vous me le dites dans les commentaires que je suis pas très original, mais aujourd'hui la McLaren est la meilleure voiture, la voiture la plus rapide et en qualification et en course. Je pense néanmoins, encore une fois, qu'en course, Verstappen à domicile, cette fois, va retrouver le goût de la victoire. Oui, vous me le dites souvent aussi, je mets tout le temps Verstappen devant. Je pense que là, à Zandvoort, on est devant son public. Sur un circuit, la Red Bull en général marche très bien. J'espère quand même que Verstappen va pouvoir un petit peu se rattraper parce que ça fait 4 courses qu'il n'a pas gagné le coco là. Hein. Ça commence à être compliqué chez Red Bull. En deuxième position, est-ce que je mettrai Lando Norris? Est-ce que je mettrai Oscar Piastri? Je sens que Piastri va faire une très grosse deuxième partie de saison. Je vais mettre Piastri. Je vais mettre Piastri deuxième et là vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe pour Norris? Où est-ce que tu vois Norris? Je sais pas, je vois Norris avoir une petite galère, je sais pas comment l'expliquer. J'ai un sentiment, j'ai du nez. Non, en troisième position, je pense qu'on peut aller mettre un petit Lewis Hamilton. Je pense qu'on peut aller mettre une Mercedes parce que Mercedes est clairement revenu dans le fight pour les victoires et les podiums. Assez marrant de voir que pendant 2 ans, Mercedes n'a pas joué les victoires et Russell a dominé Hamilton. Maintenant que Mercedes regagne, Hamilton redomine un petit peu Russell. Bon, oui, il allait gagner le Grand Prix de Belgique, Russell, d'accord, mais vous m'avez compris, je pense. Donc voilà mon hydroprono pour ce Grand Prix de Zandvoort qui aura lieu donc en août. En attendant, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois, dans un cadre un peu particulier. On voyage tellement cette année que c'est compliqué de vous faire toutes les vidéos à la maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, bien évidemment, dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir vos avis sur ce qui se passe actuellement en Formule 1. Et puis là, je pense que pour cet été, on a plein de choses à voir, on a plein de choses à se dire sur les contrats et la deuxième partie de saison. En attendant, passez tous une très bonne semaine, passez de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et puis les autres, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.